tous. Merci de votre présence à ce webinaire qui, comme tu le disais, Vanessa, couvrira l'effet saillant du tarif de 2023 et la nouvelle structure contractuelle qui découle en fait des nouvelles obligations des entreprises dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective. Alors, je suis Isabelle Laflèche, je suis la directrice du service aux entreprises. L'équipe du service aux entreprises accompagne les producteurs dans leurs obligations légales. On s'occupe également de la gestion du tarif et de l'évolution de ses règles d'application. Je suis accompagnée de Maxime Lemerise, qui est conseiller éco-conception et économie circulaire, là, qui vous présentera un petit peu plus tard tout le volet sur la reconduite du bonus incitatif à l'éco-conception. Alors, on vous présente divers volets aujourd'hui. Comme le disait Vanessa, il y aura une période de questions à la fin. Alors, n'hésitez pas là, à écrire vos questions dans le Q&A au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Nous y répondrons là, en fin de webinaire. Alors, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient assisté à notre atelier de janvier ou encore à notre webinaire le 17 juin dernier. Alors, on va regarder rapidement, brièvement, qu'en est-il de la modernisation de la collecte sélective. Pour ceux qui étaient présents, c'est peut-être une reprise, mais je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas eu la chance de nous accompagner dans ces deux présentations-là. Alors, on va faire un bref survol. Alors, cette modernisation de la collecte sélective, c'est enfin le résultat d'une réflexion de plus d'une décennie. C'est un processus unique qu'on a co-créé, que IEQ a co-créé avec le gouvernement du Québec. On a tous entendu parler des crises de recyclage, il y a eu des comités de ministres, il y a eu une dizaine d'années d'analyse, d'études, et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'un changement s'imposait. Alors, ça fait donc plusieurs années qu'on parle de la nécessité de moderniser le système québécois de collecte sélective. Depuis le début du régime de compensation, les entreprises financent un système sur lequel elles n'ont pas de contrôle. Alors, la modernisation permettra d'apporter une plus grande transparence au niveau de la performance du système et elle rendra également essentielle la reddition de compte des différents fournisseurs de services. Alors, la REP, soit la responsabilité élargie des producteurs, c'est le concept qui a été choisi par le gouvernement pour optimiser le système québécois. Alors, comme je le disais, les entreprises n'ont pas, c'est un système plutôt linéaire, les entreprises n'ont pas de lien formel avec les municipalités ou les différents partenaires de la chaîne de valeur. Elle ne peut donc pas s'assurer de l'efficience du système. Elle finance donc un système qui fonctionne majoritairement en vase clos, sans vision d'ensemble, sans reddition de compte. La modernisation de la collecte sélective vise donc à mettre les entreprises au cœur de ce système-là. Il est à noter là, que la nouvelle réglementation utilise le terme producteur pour nommer toute entreprise qui est assujettie et qui met en marché des contenants, des emballages et des imprimés. Alors, les producteurs sont donc collectivement responsables d'élaborer, de mettre en œuvre et de financer le système de collecte sélective. Ils seront propriétaires de la matière collectée et triée via IEQ, qui a été nommé l'organisme de gestion désigné par Québec en octobre dernier. Ils seront également responsables et imputables de la performance du système et ils seront incités à intégrer l'éco-conception et l'économie circulaire dans leur modèle d'affaires. Alors, durant cette période de transition vers la modernisation de la collecte sélective, le régime de compensation demeure et donc le tarif continuera d'être publié chaque année jusqu'en 2025. Alors, le tarif 2023 a été publié mercredi dernier, le 21 août, ce qui marque le début de la période de déclaration d'une durée de 60 jours. Alors, on va regarder les faits saillants de ce tarif. Alors, tout d'abord, la porcelaine est maintenant une matière tarifée. Si on se rappelle, c'est une matière, pas si on se rappelle, mais cette matière-là est similaire, un comportement similaire à la céramique. Et elle pose des enjeux, notamment pour le recyclage du verre. Alors, la porcelaine doit être déclarée avec la céramique dans la matière céramique et porcelaine. On retrouve des emballages en porcelaine dans le domaine alimentaire, des hydromels, des moutardes, certains fromages ou certaines huiles.
Un autre changement concernant les matières tarifées, ce n'est pas une nouvelle matière tarifée, mais elle a un nouveau taux. Alors, le polypropylène, a dorénavant son propre taux écomodulé. Alors, cette matière-là est en développement depuis les dernières années. Nous l'avions désamalgamé des autres plastiques au tarif 2022, mais son taux était resté le même. Alors, grâce au désamalgame, on a obtenu des données sur les quantités qui étaient générées, ce qui nous permet, à partir du tarif 2023, de lui octroyer son propre taux. Et puisque la matière a un meilleur taux de récupération et qu'elle obtient une meilleure valeur de revente comparativement aux autres plastiques avec lesquels elle était précédemment amalgamée, elle bénéficiera d'un meilleur taux à partir du tarif 2023. Alors, comme nous l'avions annoncé depuis les consultations sur le tarif 2022, alors on voulait le préparer à l'avance, une nouvelle pénalité pouvant aller jusqu'à 5 000 $ qui peut être facturée à toute entreprise assujettie qui est en défaut d'enregistrement, en défaut de déclaration ou qui produit une déclaration incomplète, tardive, erronée ou frauduleuse, ce qui nous permet, entre autres, de favoriser la conformité des entreprises et de renforcer, bien sûr, l'équité. Finalement, un changement au niveau du processus de déclaration. Alors, les contenants qui seront éventuellement visés par l'élargissement de la consigne devront être déclarés séparément des autres matières dans le portail de déclaration lors de votre déclaration 2023. Les contenants visés par cet élargissement-là sont les prêts à boire entre 100 ml et 2 litres, soit ceux qui contiennent tout liquide destiné à la consommation humaine, vendu dans un contenant scellé et qui, au moment où il est acheté, est prêt à être bu. Alors, 10 matières sont concernées par la consigne élargie. La liste complète se trouve dans la présentation qui vous sera acheminée après le webinaire. Pour aider les entreprises à bien classifier le tout sur le portail, les matières qui sont consignées sont affichées en rouge et portent la mention « Consigne à venir ». Alors, par exemple, une bouteille de verre clair contenant un jus ou toute autre boisson devrait être déclarée dans verre clair « Consigne à venir », qui sera en rouge, tandis qu'un bocal de la même matière contenant de la confiture, par exemple, devrait être déclaré dans verre clair, tout simplement. Il est important de noter que les contenants qui contiennent des bouillons, du yogourt ou encore des contenants ajoutés au point de vente, comme des gobelets de café, par exemple, sont exclus de la consigne. La liste complète des exclusions se trouve également dans la présentation et les producteurs doivent déclarer ces autres contenants dans les matières usuelles. On vous rappelle que les contenants déjà consignés, tels que les bouteilles de bière ou les canettes de boissons gazeuses, ne doivent en aucun cas être déclarés à Éco-Entreprise Québec. On comprend que certains contenants pourraient être difficiles à classer, alors le guide des matières a été ajusté pour le tarif 2023 afin de faire la distinction entre les exemples de produits visés par la consigne élargie et ceux qui ne le sont pas. Alors, ça fait le tour des nouveautés de la déclaration du tarif 2023. Regardons ensemble maintenant le contrat d'adhésion des membres. Alors, ce contrat fait partie d'une nouvelle structure contractuelle et tout producteur doit devenir membre de EEQ conformément au règlement. Alors, en amont de la publication du tarif, les entreprises pouvaient adhérer. Il y a un formulaire à cet effet. Et depuis la publication du tarif, l'adhésion se fait directement via la déclaration 2023. Et cette adhésion est essentielle à la soumission de votre déclaration 2023, à moins, bien évidemment, d'avoir préalablement rempli le formulaire. Alors, pourquoi cette nouvelle structure contractuelle? C'est notamment afin de formaliser nos responsabilités et nos engagements mutuels, considérant entre autres que le tarif et ses règles vont disparaître avec la fin du régime de compensation en 2026. Alors, quels sont ces engagements? Pour EEQ, c'est de gérer toutes les matières dans le système
c'est de continuer d'informer, de consulter ses membres pour toute modification au contenu de la structure contractuelle. C'est également de déployer tous les efforts nécessaires dans la transition vers l'économie circulaire, de favoriser les partenariats et les différentes collaborations aux initiatives autant nationales qu'internationales. Et pour les membres, bien évidemment, de respecter les termes de la structure contractuelle, de se conformer au règlement et d'appuyer EEQ dans une perspective d'amélioration continue et proactive. Alors, le contrat d'adhésion, il est construit sur une structure qui se veut simple, qui se veut flexible. Le contrat a été réduit à son strict minimum et devrait rester relativement stable dans le temps. Il comporte notamment la proposition de valeur de EEQ à ses membres. Il est accompagné de conditions générales qui, elles, pourraient être modifiées dans le temps afin de s'ajuster, par exemple, à un nouveau type de membre lorsque la desserte des institutions, commerce et industrie entrera en vigueur. Il sera également accompagné de 6 politiques qui viendront préciser les conditions générales. Alors, ces politiques remplacent essentiellement les règles du tarif que vous connaissez actuellement. Cette structure contractuelle a été développée en collaboration avec des équipes juridiques externes et elle fut également présentée aux producteurs lors d'ateliers en janvier. Le contrat et les conditions générales ont également été présentées au contentieux de plusieurs grands producteurs et elles ont été ajustées suivant l'obtention de leurs recommandations. Les politiques, quant à elles, feront l'objet d'une consultation à l'automne prochain, en même temps que la consultation sur le tarif 2024. Alors, afin d'assurer la transition vers la modernisation de la collecte sélective, EEQ, en tant qu'organisme de gestion désigné, doit s'assurer de répondre à ses obligations légales. Pour ce faire, les producteurs devront contribuer à une participation financière spéciale que l'on nomme PFP spéciale, qui servira à financer les coûts en lien avec les ententes qui seront signées avec les organismes municipaux qui transiteront progressivement vers la REP dès 2024. La participation financière spéciale permet également de constituer un fonds de réserve qui permet de répondre aux exigences du règlement sur la REP collective et à financer des dépenses en lien avec le nouveau rôle de EEQ, notamment la campagne ISE, qui doit informer, sensibiliser et éduquer le citoyen. Alors, ces participations financières spéciales sont en sus des contributions liées aux tarifs. Éventuellement, lorsque le régime de compensation sera terminé, les contributions seront remplacées par des participations financières régulières ou annuelles qui diffèrent des participations financières spéciales qui, elles, financent cette période de transition. Alors, les PFP spéciales devront être versées par tout producteur qui fait une déclaration avec contribution pour les tarifs 2023 et 2024. Aucune PFP spéciale ne sera chargée cependant sur les matières visées par l'élargissement de la consigne, à l'exception des contenants à pignons et des contenants aseptiques. Il sera donc important de bien déclarer ces matières distinctement. Alors, considérant que des modifications sur la date d'entrée en vigueur de la consigne élargie sont envisagées par le gouvernement du Québec, il est à noter que si ces contenants ne transitaient vers la consigne qu'en 2025, une PFP spéciale pour l'année 2024 pourrait être appliquée à ces contenants l'an prochain, puisqu'ils utiliseront toujours le système de collecte sélective. Les précisions sur la PFP 2024 seront communiquées à l'automne suite à la décision du gouvernement sur la date d'entrée en vigueur de la consigne. Il y a des taux spécifiques pour la PFP spéciale. Ce sont des taux par matière. Ils ont été établis en fonction de la formule tarifaire actuelle afin de respecter, bien évidemment, les exigences d'éco-modulation.
sont disponibles sur le portail de déclaration et également sur notre site Internet. Alors, quelles sont les modalités administratives de ces participations financières spéciales? Eh bien, tout d'abord, contrairement aux contributions, les PFP spéciales et régulières se qualifient à titre d'une contrepartie pour une fourniture taxable de services de recyclage. Ça signifie, entre autres, que la TPS et la TVQ s'appliquent aux participations financières, ce qui n'est pas le cas de la contribution. La première PFP spéciale sera payable au 31 janvier 2024 afin de permettre aux producteurs de la prévoir à leur budget de l'an prochain. Alors, les producteurs recevront une facture pour la première PFP spéciale dès la soumission de leur déclaration pour le tarif 2023, mais n'auront à la payer que le 31 janvier 2024. La seconde PFP spéciale sera quant à elle générée lors de la déclaration pour le tarif 2024, soit l'an prochain. La date limite de paiement reste à déterminer. Il est à noter que des modalités différentes s'appliquent aux petits producteurs, soit ceux qui génèrent moins de 15 tonnes métriques ou qui ont un revenu inférieur à 2 millions de dollars par année au Québec. Alors, pour ces producteurs, le paiement de la première PFP spéciale sera reporté en 2024. L'objectif est de prendre en considération le statut de petit générateur de ces entreprises tout en assurant l'équité entre tous les producteurs. Alors, ça signifie que contrairement à celles qui font une déclaration détaillée, aucune facture pour la première PFP spéciale ne sera générée à l'issue de la déclaration 2023 pour les petits producteurs. Cette facture sera plutôt générée avec la soumission de la déclaration 2024 l'an prochain, en même temps que la facture pour la seconde PFP. Les entreprises qui sont exemptées de paiement, soit celles qui génèrent moins d'une tonne métrique de matière ou qui ont un revenu de moins d'1 million de dollars, sont également exemptées du paiement d'une participation financière spéciale. Alors, voilà ce qui résume tout ce qui entoure la participation financière spéciale. Je cède donc la parole à Maxime pour aborder le bonus incitatif à l'éco-conception. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du bonus incitatif à l'éco-conception. Donc, pour les entreprises qui ne seraient pas au courant des derniers faits, Éco-Entreprises Québec est très content d'annoncer la reconduite du bonus incitatif à l'éco-conception pour une 3e année de suite. Le bonus avait tout d'abord été mis en place dans le cadre du tarif 2021 sous forme de projet pilote, ce qui nous a permis là, de faire beaucoup d'apprentissage lors de cette première année-là, puis qui nous a permis finalement d'améliorer le processus du bonus. Donc, tout d'abord, de simplifier la procédure pour faire une demande, mais également de bonifier les montants disponibles. Ce qui nous a amené à la 2e année de projet pilote lors du tarif 2022, où on a réalisé finalement que ces modifications-là ont vraiment permis de bonifier l'approche. On a eu beaucoup de retours positifs des entreprises, puis ce qui nous amène aujourd'hui à être content de reconduire le bonus pour une 3e année, sans changement majeur là, par rapport aux modalités de la 2e année. Donc, en rappel, le bonus il vise à reconnaître et à récompenser les entreprises pour les démarches d'éco-conception de contenants et d'emballages qu'ils mettent en marché durant l'année tarifaire qui est en vigueur. Le bonus repose sur 10 actions d'éco-conception admissibles qui est possible de cumuler et ainsi d'obtenir un bonus maximal de 50 % de la contribution payable du contenant ou de l'emballage qui est visé par la démarche d'éco-conception. Les entreprises peuvent soumettre des demandes et obtenir un montant maximal de 25 000 $ pour chaque demande de bonus, mais également soumettre plusieurs demandes de bonus et ainsi cumuler un montant qui pourrait aller jusqu'à 60 000 $ par entreprise. Par ailleurs, on a également introduit un montant plancher de 5 000 $ par entreprise pour les demandes de bonus qui pourraient se résulter en des petites sommes. Donc, ces petites sommes-là seront plafonnées à un montant plancher de 5 000 $ par entreprise ou, Isabelle, si tu peux revenir à la diapo précédente.
où finalement ces demandes de bonus-là seront plafonnées à la contribution totale de l'entreprise si la contribution est inférieure à 5 000 $. Puis finalement, ben, je ne sais pas, Isabelle, si tu peux reculer d'une diapo. OK, on va rester là. Puis finalement, ben, le bonus, finalement, il vise à faire la promotion des bonnes démarches d'éco-conception. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité du bonus? Donc, tout d'abord, les entreprises doivent être une entreprise assujettie et conforme auprès des Éco-entreprises Québec. Donc, ça implique que l'entreprise doit être enregistrée chez Éco-entreprises Québec et d'avoir fait sa déclaration et payé sa contribution dans les délais prescrits. Par la suite, elle doit avoir fait une déclaration détaillée. Donc, ça implique que même les petits générateurs, s'ils font des déclarations détaillées, peuvent être admissibles au bonus. Ensuite, l'entreprise doit avoir mis en marché un ou plusieurs contenants ou emballages éco-conçus au cours de l'année tarifaire. Donc, dans notre cas, au tarif 2023, c'est des emballages mis en marché au cours de l'année civile 2022. Puis, l'entreprise doit avoir transmis le formulaire de demande de bonus ainsi que les pièces justificatives dans les délais prescrits. Et finalement, s'engager à collaborer avec IEQ et accepter qu'une communication sur les démarches d'éco-conception puisse être diffusée. Prochaine diapo. OK, parfait. Donc, ça implique également qu'on a des démarches qui sont non admissibles. Donc, tout d'abord, toute démarche d'éco-conception qui vise des matières sous la catégorie des imprimés sont malheureusement non admissibles au bonus pour le moment. Également, les matières qui ne sont pas visées par le régime de compensation, comme les emballages interentreprises, ne sont également pas admissibles à une demande de bonus. Enfin, toute matière qui sera visée par un malus, notamment à partir du tarif 2024, où on a la matière PVC et PLA et autres plastiques dégradables, ainsi que les autres matières qui ne disposent pas de filière de recyclage et qui n'ont pas d'objectif de développement de filière de recyclage, comme la céramique et la porcelaine, ne sont pas admissibles au bonus. Notez que le guide du bonus vient identifier clairement quelles matières sont admissibles et quelles matières ne sont pas admissibles. Donc, comme je le mentionnais, le bonus incitatif à l'éco-conception repose sur 10 actions admissibles qui sont réparties sous 4 thématiques. On a tout d'abord la première thématique de la réduction à la source, qui inclut la réduction de la masse et ou du volume de l'emballage, ainsi que la conception pour la réutilisation. Donc, on a identifié justement des applications d'emballage réutilisable qui peuvent être admissibles à une demande de bonus. Ensuite, on a la thématique de l'approvisionnement, qui inclut l'action de l'intégration de contenus recyclés, ainsi que les pratiques en achat local. Donc, la mise en marché de produits emballés dans des contenants ou des emballages qui ont été fabriqués par des entreprises au Québec, donc sur le territoire du Québec. Ensuite, on a la thématique de la recyclabilité, qui inclut l'élimination d'un composant pour tendre vers le monomatériau. Ensuite, l'élimination ou la substitution d'une matière problématique. Et en fait, l'amélioration du potentiel de recyclabilité. Donc, par exemple, toute initiative d'optimisation au niveau des étiquettes, des colles, des additifs, des couleurs qui permettent d'augmenter le potentiel de recyclabilité du contenant ou d'emballage. Ensuite, on a la thématique de la communication, qui inclut tout d'abord l'affichage d'une autodéclaration environnementale, donc qui soit juste et exact et vérifiable. On a l'affichage d'un étiquetage environnemental, donc toute certification basée sur la performance et certifiée par une tierce partie. Puis finalement, l'affichage d'instructions de tri. Donc, finalement, des instructions qu'on va retrouver sur ou hors de l'emballage qui visent à indiquer aux citoyens comment bien et déposer ou gérer ces matières en fin de vie de l'emballage. Donc, ça doit couvrir tous les composants de l'emballage et indiquer le mode de collecte approprié. Donc, en ce sens, le ruban de Mobius n'est pas considéré comme une instruction de tri. Finalement, on a également un bonus additionnel
qui vise à s'engager dans la réalisation d'une étude de cas de sa démarche d'éco-conception qui sera ensuite publiée sur le portail Éco-conception économie circulaire. Donc ainsi, les entreprises peuvent indiquer finalement quelles actions d'éco-conception ont été réalisées dans le formulaire et ainsi cumuler des bonus qui vont pouvoir atteindre jusqu'à un bonus maximal de 50 de la contribution du contenant ou de l'emballage qui est visé par la demande de bonus. Prochaine diapositive. On s'excuse, il y a un petit délai là, dans nos changements de diapositive. Parfait. Donc, il y a plusieurs ressources là, qui sont disponibles pour vous aider à préparer votre demande. Tout d'abord, on a mis en place une page web qui est entièrement dédiée au bonus incitatif à l'éco-conception. Donc, sur cette page-là, vous allez retrouver les critères, les modalités, toutes les ressources. Vous allez également trouver les dates importantes pour soumettre votre demande, ainsi que des liens vers les deux autres documents. On a développé également le guide du bonus, qui est un guide qui est également entièrement dédié au bonus. Vous allez y retrouver toutes les modalités d'acceptation pour chacun des critères admissibles. Le guide ressemble beaucoup à celui de l'an dernier pour le tarif 2022. Les changements apportés sont très mineurs. Et finalement, on a le formulaire de demande de bonus, qui est un formulaire qui a également été très simplifié, qui vous permet de venir indiquer simplement quelles actions ont été réalisées et si vous souhaitez démarrer une étude de cas. À noter que le formulaire peut être utilisé pour faire une demande pour un seul contenant ou emballage, donc un seul SKU, ou également pour une famille de contenants ou d'emballages qui résultent d'une même démarche d'éco-conception. Donc, si par exemple, votre démarche d'éco-conception couvre un produit qui est mis en marché sous 8 différents formats, par exemple, ben, vous pouvez inclure les 8 différents formats dans un même formulaire, et ce qui évite d'avoir à préparer 8 formulaires différents. Prochaine diapositive. Une des nouveautés importantes cette année, on a commencé à publier certains des cas d'éco-conception qui avaient obtenu un bonus lors des deux premières années du projet pilote. Donc, si vous scannez le code QR qui apparaît à l'écran, vous allez atterrir directement sur la page du bonus. Vous allez retrouver une nouvelle section où on vient présenter l'entreprise, le contenant ou l'emballage, ainsi que les actions qui ont été réalisées. Puis, dans certains cas, des liens vers une étude de cas plus détaillée lorsque l'entreprise souhaitait le faire. Donc, vous pouvez utiliser ça comme inspiration pour, tout d'abord, vous inspirer pour vos futures démarches d'éco-conception, mais également pour vous aider à définir si dans votre portfolio d'emballage mis en marché et déclaré chez IEQ au tarif 2023, donc mis en marché en 2022, vous auriez des cas qui pourraient être susceptibles d'une demande de bonus. Donc, avant de redonner la parole à Isabelle, simplement mentionner que si vous avez des questions sur vos démarches d'éco-conception ou leur possible admissibilité, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sur la page du bonus, il y a une adresse courriel qui est un lien direct vers notre équipe où vous pouvez poser toutes vos questions. On est là pour vous aider dans vos démarches. Puis également, la date importante à se rappeler, c'est la date limite pour soumettre votre demande de bonus, qui se trouve à être la date limite du premier paiement de la contribution. Donc, je vais recéder la parole à Isabelle qui va justement vous parler plus en détail des dates importantes et des prochaines étapes. Merci beaucoup, Maxime. Bien désolée pour la gestion, le défilement des diapos, des petits enjeux technologiques parfois à distance. Alors, regardons les prochaines étapes. Alors, comme je le mentionnais précédemment, le tarif 2023 a été publié mercredi dernier. La période de déclaration est d'une durée de 60 jours, ce qui nous amène au plus tard au 21 août. Je réitère que nous avons revampé notre guide des matières. Maxime a travaillé avec nous là, pour ce faire. N'hésitez pas à le consulter. Il devrait vous être d'une grande aide au niveau de la classification de vos matières. On a également préparé une capsule sur les nouveautés du portail. Elle est disponible sur notre portail de déclaration. Elle vous aide à vous guider à travers les nouveautés là, concernant les matières consignées, la page sur la modernisation, etc. Et pour ceux qui n'ont pas encore déclaré chez IEQ, soit comme nouveau répondant parce que vous étiez une entreprise qui n'était pas assujettie précédemment,
On a également sur notre site Internet une panoplie d'informations, dont des fiches méthodologiques par secteur d'activité. Et on a également travaillé à une belle trousse de démarrage là, qui vous aide un peu à vous accompagner dans comment je déclare, qu'est-ce qui est visé, qu'est-ce qui n'est pas visé, comment on procède. Alors, n'hésitez pas à consulter nos différents outils. Alors, les dates de paiement de la contribution dépendent bien évidemment de la date de publication du tarif. Alors, le premier versement de la contribution 2023, qui équivaut à 80 de la contribution ou le plein montant du tarif fixe pour les petits producteurs, il est exigible 90 jours après la date de publication, ce qui vous amène au plus tard au 20 septembre pour effectuer votre premier versement. Le même délai là, est octroyé aux entreprises qui désirent soumettre une demande de bonus incitatif à l'éco-conception. Le deuxième versement, équivalent à 20 qui est réservé aux entreprises qui font une déclaration détaillée, est quant à lui exigible 150 jours après la publication du tarif, ce qui nous amène au plus tard au 20 novembre. Je rappelle que le paiement de la première PFP spéciale est exigible au 31 janvier 2024. Alors, marquez-le à votre agenda. Les consultations sur le tarif 2024 auront lieu le 31 octobre, jour de l'Halloween. On ne se déguisera pas, je vous promets. On va profiter de l'occasion, comme je le mentionnais également, là, de consulter sur les nouvelles politiques de la structure contractuelle et de vous tenir à jour sur l'évolution de la modernisation. C'est maintenant le temps de répondre à vos questions. On a fait le tour. Alors, on vous remercie de votre attention. On va se référer à notre Q&A pour voir qu'est-ce qui est entré pendant qu'on vous présentait notre contenu. Alors, j'ai une première question ici. En tant que manufacturier québécois, il y a des frais supplémentaires à payer. Qu'en est-il de mes compétiteurs américains et chinois? C'est sûr qu'il s'agit d'une réglementation qui est provinciale. Elle existe dans plusieurs provinces du pays. Cependant, les entreprises à l'extérieur du Québec ne sont pas visées, sauf une nouveauté depuis le tarif 2022, étant sensible à l'évolution de nos pratiques d'achat. Le gouvernement a mis dans son règlement, et nous l'avons intégré à notre tarif depuis 2022, l'assujettissement des entreprises qui font commerce électronique au Québec. Alors, à la base, le règlement prévoit que est assujetti tout producteur ayant une place d'affaires au Québec, mais depuis le changement réglementaire, depuis le tarif 2022, toute entreprise qui opère une plateforme de transactionnelle, un site Internet accessible aux consommateurs québécois, est maintenant assujettie. Alors, si l'entreprise américaine ou chinoise transige à travers un site transactionnel, ils sont maintenant assujettis, ils doivent payer une contribution au même titre que tout producteur québécois. On a une seconde question. Si je possède ma propre marque, mais que je fais faire mon produit dans une usine externe, est-ce que je suis considérée comme un producteur? Alors, la réponse est oui. La personne assujettie, le producteur, au terme, au sens utilisé dans le règlement, est tout propriétaire de marque, de sigle distinctif ou de nom. Alors, peu importe où vous faites fabriquer vos produits, ils sont mis en marché sous votre nom au Québec. C'est donc à vous de les déclarer. Si vous êtes un détaillant et que vous introduisez des produits de marque qui ne vous appartiennent pas, vous êtes assujetti à titre de premier fournisseur, à moins, bien évidemment, comme je le mentionnais là, précédemment, si le produit est introduit via un achat sur une plateforme transactionnelle web. Alors, ça semble faire le tour des questions. On va laisser quelques instants là, peut-être à certains qui souhaiteraient faire un petit dernier. Alors, ça semble faire le tour, Vanessa. En effet, je ne vois pas d'autres questions. C'est sûrement que c'était très, très clair. Sinon,
dans l'envoi que je vais faire avec la présentation puis l'enregistrement, si jamais Isabelle ou Maxime, vous désirez que je partage une adresse email, je ferai également dedans. Oui, bien sûr, sans problème. Parfait, je vais faire ça comme ça. Donc, je pense que ça fait bien le tour du webinaire. Si jamais vous voulez ajouter quelque chose, Isabelle ou Maxime, n'hésitez pas. Ben, en vous remerciant une fois de plus d'avoir été présent. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à communiquer avec notre service aux entreprises du lundi au vendredi dans les heures normales de bureau. C'est un plaisir de vous accompagner dans votre processus de déclaration pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Merveilleux. Ben, encore une fois, merci Isabelle et Maxime. Merci à notre partenaire Éco-entreprise Québec. Puis, on vous souhaite une agréable journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au À revoir. bientôt. Merci.